Jacques, c'est un plaisir de te retrouver dans ta mairie. Je suis très flatté d'être reçu sous presque les ors de la République. Oui, je remarque que pour Maison Lafitte, ça fait un peu... Les rideaux qui sont ici sont là depuis un temps certain. Il faut les laver de temps en temps. Je t'accueille non seulement dans la mairie, mais dans la principauté libre, souveraine et sérénissime de Maison Lafitte. Ah bah dis donc. Voilà, qu'on sache bien qu'ici, on ne se laisse pas faire. Tu es le prince. Non, pas le prince. Je pourrais être le Dodge, mais en réalité, non. Je ne suis qu'un élu depuis plus de 30 ans. Bon. Dis-moi, j'étais très frappé, parce que en fait, je te connais, tu animes chez les Républicains une aile très gaulliste. D'ailleurs, il y a une photo de Charles de Gaulle derrière toi. Je ne vois pas beaucoup de photos d'Emmanuel Macron. Je vais bien regarder. Je t'ai dénoncé. Et donc, tu es plutôt gaulliste. Et depuis un temps certain. Depuis oui. un temps certain. Je dirais même depuis très longtemps. Et je suis frappé en arrivant dans ta mairie parce que je vois des drapeaux ukrainiens. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors c'est assez simple, parce que je crois qu'il faut faire la différence entre ce qui est un soutien humanitaire à des gens qui sont arrivés dans notre ville et que nous avons reçus parce qu'ils fuyaient les combats. Souvenons-nous, en 1940, lorsque les Allemands sont arrivés, les nazis sont arrivés dans le nord de la France, il y a eu des gens qui ont fui et ils ont été accueillis dans de très nombreuses provinces de France. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Donc c'est pour moi... Les Russes ne sont pas complètement nazis. Non, mais il y a eu un moment où ils ont eu peur, ils sont venus, nous avons accueilli des familles, il y a des gens qui se sont déjà fort bien intégrés et qui, pour certains, il y en a même une personne qui a été embauchée à l'Opéra de Paris, d'autres qui poursuivent des études à Chambéry ou ailleurs. Donc ce sont des gens qui réagissent et veulent, je dirais, reprendre souffle de la vie. Cela étant, t'en as reçu combien nous avons actuellement sur la ville, dans nos écoles, une vingtaine d'enfants. Et au total, il y a dû en avoir 80 ou une centaine qui sont venus jusqu'ici par des filières. Ça s'est tari bien évidemment maintenant, mais il y a pas mal de gens qui sont arrivés. Tu les as logés où? Ils se sont logés dans les familles, souvent, et puis ils avaient aussi des parents, des familles dans lesquelles il y avait parfois des familles qui avaient des relations ici, et donc ils ont été accueillis ici. Ça, c'est pour les aspects humanitaires. Et cet aspect humanitaire, moi je le soutiens, je l'assume, il n'y a aucun problème. En revanche, en ce qui concerne cette guerre, je dirais, américano-russe, il faut être beaucoup plus prudent que le font aujourd'hui un certain nombre de médias qui disent à longueur de temps Zelensky bravo, il est agressé, donc on est du côté de Zelensky. Et j'ai dénoncé dans un cuicui, pour parler le français, c'est-à-dire ce que les anglo-saxons appellent le tweet, mais moi c'est un cuicui, comme ça tout le monde sait que tweeter en anglais ça veut dire c'est un gazouillis si vous voulez préférer, et pour certains c'est vraiment des gazouillis très faibles. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que j'ai dénoncé hier, et je pose la question, si on va continuer à armer ce peuple, on fait une guerre par proxy, c'est ce que font les Américains. Hein. C'est une guerre par proxy, et sur le dos de ces Ukrainiens. Bien sûr, Zelensky est un brillant communicant, simplement il ne faut quand même pas oublier que depuis très longtemps, il y a une proto-histoire dans cette affaire, je dirais, ukrainienne et russe, et que les torts ne sont pas bleu-blanc. Et aujourd'hui, moi je suis... jaune-bleu. Oui, ou bleu-rouge, blanc et rouge, tu vois ce que je veux dire. Voilà, peu importe la couleur, c'est pas, je dirais, il ne faut pas renvoyer dos à dos. Il y a un agresseur et ensuite un agressé qu'est l'Ukraine. C'est beaucoup plus complexe que ça. J'en veux pour preuve que le nationalisme ukrainien, il a commencé dès 1919, agité et poussé par les Allemands, et que ces nationalistes ukrainiens sont
en guerre à ce moment-là avec la Pologne, et il y a eu 90 000 morts polonais qui ont été tués par ces gens-là. Et puis ensuite, ils sont devenus indépendants, il y a eu des relations avec Lénine, comme chacun sait, et puis ils ont été récupérés par Staline, qui effectivement ne les aimait pas, et il y a eu quelques millions de morts affamés par le régime soviétique. C'est la raison pour laquelle, que lorsque les Allemands sont arrivés en 1941 dans l'opération Barbarossa en Ukraine, ils ont été accueillis, comme vous le savez, comme nous le savons, à bras ouverts, et qu'il y a eu à ce moment-là des mouvements extrêmement puissants de collaboration avec les Allemands, avec des gens qui ont toujours un nom dans l'histoire ukrainienne, Bandera. Et puis, on a constaté, c'est là où Vassili Grossman, dont le livre Vie et Destin est merveilleux, que lorsque l'armée rouge est entrée à nouveau en Ukraine, il a constaté que c'était effectivement ses compatriotes qui avaient tué sa mère et beaucoup de juifs ukrainiens. C'est l'époque, d'ailleurs, on a retrouvé les gardiens des camps de concentration étaient pour la plupart des Ukrainiens. Donc ça, c'est resté dans l'histoire, bien sûr, parce que, et surtout, il y a quelqu'un que peut-être peu de gens connaissent, il s'appelle Nicolas Lebed. Qui est Nicolas Lebed? Nicolas Lebed n'était rien d'autre que le chef de la Gestapo ukrainienne pendant la guerre. Et cet individu, comme par hasard, a été exfiltré par les Américains aux États-Unis pour monter des réseaux contre les soviétiques jusque dans les années 60. Et on le sait parce que j'ai moi-même, notamment une lettre d'Adlan Dulles, qui était le numéro 2 de la CIA, à l'immigration américaine, qui effectivement avait douté comment se fait-il que ce zozo soit arrivé sur notre sol. Et Adlan Dulles écrit « Foutez-lui la paix, c'est l'un de nos meilleurs agents ». Donc, il faut Comment tu as fait pour avoir une lettre d'Adlan Dulles? Elle a été divulguée par les archives américaines qui ont sorti tout ça, et je l'ai, je pourrais te la montrer dans quelques instants si on la reprend ensemble. Et donc, il y a eu cette organisation anti-soviétique, hein, il faut voir, attention, c'est que les Américains poursuivaient une guérilla contre Staline, il ne faut quand même pas l'oublier. Et c'est la raison pour laquelle, après ce qui s'est passé notamment en 1932-1934 en Ukraine, où Staline a affamé les Ukrainiens, Nikita Khrouchtchev, pour se faire bien voir, avait décidé, dans une décision administrative, de rattacher l'Ukraine, la Crimée, à l'Ukraine. Mais c'était une décision administrative au sein de l'URSS. Nous l'avons fait, nous, dans un certain nombre de cas que je ne citerai pas à l'antenne, mais dans lesquels on a enlevé, par exemple, dans les Antilles, un certain nombre d'îles pour les rendre autonomes au cas où. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut bien voir une chose, c'est que ce rattachement de la Crimée à l'Ukraine se faisait au sein de l'URSS. Simplement, quand l'URSS s'est écroulée, excusez-moi du peu, c'était un tel pagaille, pour pas dire bordel, parce que ce que disait Pandro, c'est que les bordels sont les choses au monde les mieux organisées. Bon, mais il est plus utile. Il était ministre de la police, il savait. Et donc, à ce moment-là, effectivement, l'Ukraine est restée la Crimée est restée du côté de l'Ukraine, avec la flotte russe, notamment à Sébastopol. Pour m'être rendu personnellement à 2 ou 3 reprises en Crimée, je suis désolé de dire que la Crimée, pour laquelle on s'est battu de 54 à 56 et qui s'est terminée par le traité en 1854, où il y a eu, je dirais, une guerre contre justement les Russes, elle s'est quand même terminée par le traité de Paris, et la Crimée a toujours été reconnue comme étant russe. Bon, il y a eu, bien sûr, il y a eu des compensations, notamment avec la Turquie, etc. Et quand vous allez, justement en Crimée,
il est évident que c'est une terre russe. Il ne faut pas nous raconter des histoires. On a beau dire que les Tatars ont été déplacés, dont acte. Il y a même un rapport du Conseil de l'Europe par un ambassadeur suisse qui montre très clairement que le statut de la Crimée russe aujourd'hui, les 3 langues sont enseignées, le russe, l'ukrainien et la langue des Tatars. Donc il est évident qu'on ne peut pas faire procès. Alors bien sûr on a dit mais elle a été, je dirais, une opération militaire, peut-être, mais enfin il faut regarder les choses. Il y a quand même une proto-histoire sur la Crimée où la Crimée est russe, et on ne va pas refaire l'histoire. Et donc mais est-ce que tu crois, je te coupe, mais parce qu'il y a une question induite que les gens vont se poser, c'est est-ce que tu considères qu'il y avait une forme de légitimité, non pas dans l'intervention militaire russe, mais dans la volonté russe de ne pas laisser l'Ukraine être nucléarisée ou intégrée à l'OTAN? Alors, je rappelle qu'en ce qui concerne, je dirais, la fin de l'URSS, la réunification allemande, les pourparlers qui ont été conduits notamment vers James Baker, on avait pris des engagements oraux en disant il est hors de question que l'OTAN aille jusqu'à chatouiller les moustaches de nounours russes. Il faut quand même le savoir. Il y a eu des conciliabules, des pourparlers, etc. Tant du temps de Gorbatchev, Keltsin, etc. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a vu que très tôt, et moi je l'ai constaté par exemple dans les États baltes où je suis allé, tous les Estoniens, les Lettons qui revenaient d'où? Des États-Unis, ils étaient tous dans les services américains. Et ils ont donc repris tous les États baltes, les gens de la Voice America, etc. Et donc, de ce côté-là, ces États baltes qui retrouvaient l'indépendance, et donc, ils étaient vraiment dans les mains des Américains. Idem pour la Pologne, idem pour toutes les révolutions de couleur qu'on a vu, je dirais, exister, fleurir dans tous les États de l'Est européen. Je me souviens d'ailleurs un jour qu'un ami américain qui avait une petite fondation démocrate et qui me disait, tu vois Jacques, là, voilà les révolutions de couleur, et tu t'aperçois qu'ici, il y a des gens du Patagone, il y a des gens de la CIA, etc. Donc ça a été une volonté absolument déterminée du monde américain pour, je dirais, ressaisir ces États, bien sûr, instituer la démocratie. Qu'est-ce qu'on ne fait pas que de crimes, n'ai-je pas commis au nom de la démocratie, pour dire non plus Madame Roland, mais la réalité géopolitique d'aujourd'hui. Et donc on a une poussée américaine partout. Et on sait très bien que depuis 2014, l'affaire de Maïdan, qui veut dire la place, a été en réalité un coup monté par les Américains et qui ont poursuivi depuis lors la volonté de armer l'Ukraine contre qui? Contre l'ennemi, entre guillemets, que les Américains veulent avoir pour pouvoir, je dirais, établir une tutelle sur leurs vassaux européens, c'est-à-dire le monde russe ou soviétique. Et donc ça s'est accéléré avec des phénomènes comme la déculottée que se sont pris les Américains en Afghanistan, où ils sont partis la queue basse, et tout ça, bien évidemment, il faut, et c'est impératif, que les gens de la politique américaine étrangère, qui sont multiples, et notamment les gens du Pentagone, ils retrouvent un ennemi. Et ensuite, c'est comme ça que cette fameuse OTAN dont Macron avait dit qu'elle était morte, ou qu'elle était en mort cérébrale, a repris, parce que tous ces États, en réalité, croient dans les Américains beaucoup plus que dans les chimères macronistes. Et lorsque tu vas, par exemple, à Bucarest, tu te rends compte d'abord sur le plan chronologique que la Roumanie a d'abord adhéré à l'OTAN avant d'adhérer à l'Union européenne. Et quand tu vas au ministère des Affaires étrangères de Bucarest, tu as 3 drapeaux.
ou 3 emblèmes, parce qu'il faut faire attention. Tu as le drapeau roumain, tu as l'emblème de l'OTAN et tu as l'emblème de l'Union européenne. Donc on voit bien que ces États ont une confiance et jouent la carte américaine avant de jouer toutes les illusions d'une défense européenne dans laquelle ils ne croient pas. De plus, ne jamais oublier que aujourd'hui, parce que la politique étrangère américaine, elle est d'abord une politique intérieure. Ne pas l'oublier. Ne jamais oublier que vivent aux États-Unis plus de 13 millions de Polonais qui ont émigré aux États-Unis, ce qui crée des liens très forts. Et c'est la raison pour laquelle les Polonais ont toujours acheté américain en faisant des beaux sourires aux Français en disant « je t'emmerde ». Voilà, c'est à peu près ça. Bon, et donc, il faut voir qu'aujourd'hui, toute la politique américaine qui a été de mettre en place une politique de recul du monde soviétique, de l'Empire soviétique, est évident et a été planifié, c'est pas sorti. Là-dessus, bien sûr, il faut que les Américains aient toujours, comme dirait Mao Tse-tung, un chien couchant ou courant. C'est nos amis anglais. Et le MI6 connaît très bien l'Ukraine. Et entraîné depuis, d'ailleurs maintenant ça commence à sortir, depuis jusqu'en 2014, des gens de l'armée américaine. Ils ont certainement fomenté un certain nombre d'attentats en Russie. Le pont de Kerch, c'est bizarre. Allez donc savoir. Voilà un camion qui explose. Bizarre, comme c'est étrange. Nord Stream. Alors Nord Stream 2, où on pense que et d'ailleurs actuellement sortent un certain nombre de papiers en Allemagne qui accusent directement et vertement les Américains d'avoir saboté le gazoduc de Nord Stream 2. Ils accusent souvent, c'est le cas notamment d'Oscar Lafontaine en Sarre, qui dit très clairement, qui accuse à mot couvert. Il y a ensuite une autre femme qui est une ancienne noble du Reich allemand, von Taxi, qui vient d'ailleurs, von Taxi, c'est pas le taxi de Uber, non, c'est une déformation d'une noblesse d'origine italienne. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle aussi dit très clairement que c'est la volonté, elle accuse même les Américains de vouloir remettre en place le fameux plan Morgenthau à la sortie de 45-46, qui était de transformer l'Allemagne dans un champ de pommes de terre. Voilà. Bon, et donc tout ça, ça ressort dans un émiettement de principauté. Non seulement un émiettement de principauté, mais aussi la volonté de la désindustrialiser, c'est-à-dire, à la limite, ils auraient affamé les Allemands. Bon, ça c'est clair. On a quand même, bon, heureusement qu'il y a eu des Américains un peu plus intelligents que cela, et qu'on est passé dans une phase. Alors c'est vrai qu'il y a eu le rideau de fer, etc. Il faut remettre ça en perspective. Mais ce qui est certain, c'est que ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas, et c'est pour ça que nous, la France. Parce que pour moi, qui suis gaulliste, comme je dis toujours depuis Vercingétorix, je suis, vous savez, de même ce depuis côté-là. Brennus. Non, mais justement, puis surtout, relisez bien la guerre des Gaules. Dans la guerre des Gaules, il y a une phrase extraordinaire qui s'adresse au peuple éduin: jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant. Je répète, jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant. Zelensky devrait avoir ça en tête, parce que je suis sûr et certain qu'à un moment ou à un autre, les Américains laisseront tomber Zelensky. Alors, tu commences à dire nous les Français. Alors, nous les Français, dans qu'est-ce qu'il faut ? C'est très simple. On peut aider sur le plan humanitaire, effectivement, les Ukrainiens. On doit se départir de cette volonté de poursuivre la guerre par proxy et notamment sur le dos des Ukrainiens. Ça, c'est une faute. Et donc, je le dis comme je le pense. Alors, quand je dis ça aujourd'hui, je sais qu'il y a certains qui vont me dire tu capitules. Non, il ne s'agit pas de capituler. Il s'agit de trouver une solution politique.
il n'y aura pas de solution militaire. C'est aussi simple que ça. Pourquoi tu penses ça alors que beaucoup de généraux de l'établissement c'est ce qu'ils disent publiquement. Et disent on C'est gagne, ce que les généraux, c'est une grande victoire, oui, Poutine est fou, affaibli. Bien sûr. Alors, que les Ukrainiens peuvent, avec l'armement américain, tailler quelques croupières aux Russes, c'est vrai. Ce qui s'est passé, je dirais, avec ces gars, voilà, qui avaient leur téléphone et qui se sont fait repérer, on le sait. Mais aujourd'hui, avec ton téléphone portable, tu as intérêt à l'avoir loin et surtout éviter que tu te prennes un scud sur la tête. Voilà, ça c'est évident. Mais ça, nous le savons depuis longtemps. Visiblement, les Russes, de ce côté-là, il faut bien le dire, une certaine désorganisation. Je me souviens quand j'étais en poste à Berlin, j'avais un ami... C'était en quelle année? Je suis resté à Berlin de 77 à 80. Et j'avais un ami qui était le chef de cabinet du général, qui a d'ailleurs été, je vais le citer parce que il est décédé, c'est Nicoulot, François Nicoulot. Il a été directeur de cabinet de Jox. C'est lui d'ailleurs qui avait fait cet article dans le Monde. Et il me disait... il est évident, des renseignements que nous avions, etc., il me disait c'est évident que l'OTAN est bien supérieure à ce que à l'armée rouge à l'époque. Il n'en demeure pas moins que parce que là, il y avait, vous savez, on avait une mission militaire qui était accréditée auprès des forces soviétiques en Allemagne, c'est-à-dire la totalité de l'Allemagne. On avait eu un gars qui avait été tué par les gens est-allemands d'ailleurs, dans des manœuvres, et que la tactique à l'époque, c'était le rouleau compresseur. Mais en dehors de ce rouleau compresseur, il y a des frappes préemptives nucléaires. Ça, on l'a su après. Donc, mais il était non moins évident qu'on avait le sentiment, vu de Berlin, que l'armée soviétique, c'était encore, comme on avait disait, paille-foin. Paille-foin, tu sais ce que ça voulait dire? C'est-à-dire que, non, ça veut dire que pour marcher au pas dans le pied gauche, il y avait du foin, et dans le pied droit, il y avait de la paille. Et donc, on les faisait marcher à paille-foin. Et bien sûr, lorsqu'il y avait la relève de la garde à Spandau, où il y avait Hess, qui est resté, qui est mort, et qui s'est suicidé jusqu'à la fin, parce que les Soviétiques n'ont jamais voulu le rendre, puisqu'ils voulaient négocier, il avait essayé de négocier avec les Anglais une paix séparée dès 1942, alors qu'il était sans doute fou. Et donc, ce qui s'est passé, là, on avait de superbes soldats soviétiques, nickel, qui rendaient les honneurs face à des Américains qui malheureusement à la sortie de la guerre du Vietnam étaient souvent drogués. Et les soviétiques se moquaient à chaque fois, je me souviens, que ce soit à la parade du 4 juillet à Tempelhof chez les Américains ou à Spandau où il y avait donc la garde américaine, la garde soviétique, et de temps en temps il y avait toujours un type chez les Américains qui tombait dans les pommes parce que drogué. Et c'était l'armée américaine qui revenait de la guerre du Vietnam et qui était en mauvais état psychologique. On faisait des manœuvres d'ailleurs dans la forêt du Forch du nord de Berlin où nous étions en secteur français, et tous les officiers français disaient que la nuit, lorsqu'ils avaient une compagnie américaine avec eux, les gars hurlaient la nuit parce qu'ils étaient en manque de drogue. Mais ça, c'était la situation. Voilà. Et donc, ce qui est certain, c'est que pour revenir à ce qui est aujourd'hui cette guerre, c'est une guerre par proxy, c'est une guerre qui n'est pas la nôtre, contrairement à tout le baratin qu'on nous dit, c'est la démocratie. Et on a vu sur des chaînes permanentes des Ukrainiennes que je peux comprendre, dire mais vous vous rendez pas compte, on se bat pour vous parce que les Russes vont arriver à Paris. Mollo. Hein. Il y a un moment, je dirais, il ne faut pas déjeuner à la vodka ou à tout autre... Ou alors bien tenir la vodka. Ou bien tenir la vodka, etc. Donc, il est évident, qu'est-ce qu'on constate? Il est évident qu'il y a une volonté américaine de casser la Russie. Sans doute, il y aura des conséquences pour Poutine parce qu'il y a des erreurs monumentales qui ont été faites dans la conduite. Maintenant, ce ne sont pas les Ukrainiens qui vont battre les Russes. Ça, je n'y crois pas.
ils pourront peut-être reprendre ceci, reprendre cela, mais ça n'ira pas. En revanche, c'est que plus on avance, plus nous livrons des armes, et on vient d'envoyer des chars, qui sont les vieux chars sur roues AMX, qui vont être, c'est même pas les AMX, c'est les catégories sur roues hautes. Ce qui est certain, c'est que c'est pas comme cela qu'on va justement pousser à un compromis politique et à une nécessité d'arrêter cette guerre. Et voilà. Tu as dit les généraux français en public disent on gagne la guerre, mais en privé ils disent quoi alors? Alors, ce que je peux dire, et je ne vais pas citer mes sources parce que ça, ce sont des conciliabules privées et que je sais par ailleurs. Il y a sur un certain nombre de chaînes en continu un discours qui est pro-Zelensky. Enfin, pas que sur des chaînes en continu. Toute la presse subventionnée ou supportée par Macron, on peut le dire, voilà, nous abreuve d'une propagande permanente. Voilà, il y a effectivement une attitude très pro-Zelensky. Mais en réalité, lorsque ces gens, soit des diplomates, soit des généraux, sont en privé, ils ont beaucoup d'interrogations. Et il m'est arrivé de faire des papiers pour dire on se calme, voilà. C'est quoi leurs interrogations? Les interrogations, c'est qu'ils pensent que de toute façon, Zelensky ne gagnera pas. Voilà. Mais est-ce qu'ils pensent qu'il va perdre? Alors, le problème, c'est que dans cette affaire-là, tant que les Américains sont en soutien de Zelensky, il y a un équilibre qui se fait. Et surtout, ça va plus loin. Certains pensent que tôt ou tard, les Américains lâcheront Zelensky. Vont le débrancher. Oui, mais attention. C'est que certains pensent qu'il sera à ce moment-là, il deviendra un problème. Parce qu'il est totalement engagé. Il faut bien le dire, on peut le comprendre, hein, et il n'en demeure pas moins, je crois qu'il perd la réalité géostratégique, la réalité de la géostratégie des lieux. Il est certain que Poutine a fait une faute d'attaquer avec une opération spéciale une nation de 40 millions d'habitants. Il ne faut pas non plus exagérer. Et que les combattants ukrainiens, je dirais, ont mouillé la chemise, ils ont des tripes. Bon. Et ce n'est pas avec Wagner dont on aurait dû, je dirais, les bloquer en Afrique, parce que là, on avait les moyens. Ça, c'est une faute qui a été faite. C'est qu'on a laissé Wagner, je dirais, prendre notre place et nous foutre dehors, alors qu'on avait les moyens de les casser. Et ça aurait été réglé. Hein, c'est ma thèse, mais ça c'est parce qu'on ne veut pas. Moi je suis pour la France-Afrique, hein, puis c'est tout. Il y a un moment on défend. C'est que c'est politiquement incorrect. Mais on n'est pas là pour faire du politiquement correct. Les salonnards parisiens, mais ça suffit. Tous ces gens Attends, tu es maire de Maisons-Laffitte, des salonnards parisiens. Non, mais moi j'ai une position, je dis bien, les salonnards parisiens, la pensée, je dirais, édulcorée en disant mais non, c'est tout, il faut tourner la page, etc. Mais on ne tournera jamais la page. Il ne faut jamais oublier que l'explosion démographique de l'Afrique, elle est là. Hein, autant la démographie mondiale s'est ralentie partout, sauf en Afrique. Sauf en Afrique, avec des poussées intégristes énormes. Donc il y a un moment, on prend les moyens de sa politique et on ne croit pas que le monde soit bisounours. L'histoire est toujours, je dirais, terrible. Hein? Mais attends, je te pousse dans tes retranchements. Est-ce qu'il y a des généraux français qui sont des salonnards parisiens? Est-ce qu'il y en a? Il y a aujourd'hui un certain nombre. Alors, vous savez, chez les militaires, il faut bien voir une chose. Quand moi j'ai voté contre, le retour dans l'OTAN, parce que c'est une machine américaine. Et puis quand on voit un ou deux généraux qui sont allés faire les zèbres du côté de Norfolk sur le commandement de la transformation, et qui bien évidemment étaient très heureux de se montrer en uniforme dans les réceptions à Washington avec leurs chères et tendres femmes, je suis tout à fait désolé, ils sont complètement à côté de la... L'OTAN est une machine américaine, point barre.
Point barre. Bon, les généraux, Alors, les généraux se sont retrouvés. Non, mais il y en a certains qui ont effectivement, ils ont vu une machine bien organisée. Donc, ils étaient très contents. Et nous devons faire des efforts. Parce que nous, avec les dividendes de la paix, on a fait une connerie monumentale. Bien. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, des diplomates qui connaissent, je dirais, la réalité du monde soviétique, parce qu'il reste soviétique. Le problème, c'est Hélène Karandakos qui dit la vérité. Ne jamais oublier que Poutine, il a dans la tête, je dirais, des schémas soviétiques, surtout en sortant du FSB, etc. Et les militaires, qui savent très bien quand même il y a des immenses ressources en Russie, ce n'est pas l'Ukraine qui va vaincre la Russie, ce n'est pas vrai. Et donc ils pensent, ces militaires, ces diplomates, pensent effectivement qu'il n'y a qu'une solution, c'est de trouver rapidement une solution politique. Et on était, il y a 5-6 mois, à 2 doigts de l'avoir. Et pourquoi on ne l'a pas eu? Eh bien c'est simple. Ça s'est passé dans des pourparlers qui ont eu lieu chez le Grand Turc. Et à l'époque, ce qui a été mis sur la table, c'était, bon, très bien, on a pris le Minsk sur le Donbass, et pour la Crimée, on n'en parle plus. On l'oublie. Comme c'est étrange. Lorsque ces nouvelles sont arrivées, ensuite, Zelensky était, paraît-il, prêt à l'accepter. Et les Américains ont dit « niet ». Les Américains, le Pentagone, les néoconservateurs, c'est quelle aile chez les Américains? Parce que finalement, les Américains... Alors, moi, je sais, parce que j'en ai été témoin lorsque j'étais encore député, que la politique étrangère américaine, il n'y en a pas une, il y en a 5 ou 6. Il y a le DOJ, c'est la justice, qui emmerde l'extraterritorialité. Il y a les gens du commerce, il y a les gens donc de la justice également, il y a le département d'État, il y a la CIA, il y a le Pentagone, et in fine seulement, il y a la Maison-Blanche, quand elle arrive encore à tout. Et je sais, et je le sais d'excellentes sources, que sur les affaires syriennes, du temps d'Obama, ils avaient conclu un accord avec les Russes local pour justement arrêter les événements. Et comme par hasard, le Pentagone a fait échouer cet accord que le secrétaire d'État avait noué avec, je crois, c'était avec les Russes, etc., et en partie la Syrie, et il a fait capoter l'accord. Délibérément, en attaquant toute une caserne des pompiers syriens, de jeunes cadets. Ça s'est fait délibérément, et je le sais d'excellentes sources. Je ne dirais pas où. Que ça signifie... Et donc ça signifie quoi? Ça signifie que le Pentagone a sa propre politique extérieure. Et que eux, de toute façon, l'ennemi, ça reste bien évidemment, entre guillemets, l'armée rouge dans l'état où elle est aujourd'hui. C'est ça. Et ça, il faut le savoir. Et dans la tête de Poutine, quand il vous dit qu'ils font la guerre à l'Occident, je suis désolé, mais l'Occident, c'est-à-dire, c'est les Américains. Voilà. Et nous ne pouvons pas, nous ne devons pas coller à la position américaine. Ce n'est pas nos intérêts. Et on l'a vu, c'est pour ça que Macron, il tergiverse, et c'est pour ça qu'il a essayé... Enfin, il tergiverse, il aide massivement Zelensky. Oui, il l'aide actuellement, mais il a essayé d'avoir, dans ses contacts, là on l'a vu, je dirais, avec la fameuse table, Poutine, etc. Mais pourquoi il n'est pas pris au sérieux par Poutine? Est-ce qu'il n'est vraiment pas pris au sérieux par Poutine? Il n'est pas pris au sérieux par Poutine parce qu'il apparaît comme étant un homme lige des Américains. Ce qu'il est. Ce qu'il est en partie. Alors que s'il avait, comme je le pense, une politique étrangère déterminée en disant bon, les Américains on vous aime bien, mais vous n'allez pas nous emmerder, on n'est pas d'accord avec vous sur tout. C'est ce qu'avait fait Chirac et notamment sur l'Irak, tout en faisant demi-tour après, parce que ça je ne suis pas d'accord avec Chirac ce qu'il a fait. Et donc à ce moment-là, s'il y avait eu cette détermination en disant mais attendez, vous êtes bien gentils, mais nous on est indépendants et on est certes vos alliés, mais on n'accepte pas de vous suivre les yeux fermés, à ce moment-là, Macron aurait été
un homme crédible aux yeux de Moscou comme étant un intermédiaire possible. Est-ce que tu penses que la subordination de Macron à l'Alliance, aux États-Unis, cette subordination extrême, c'est évident. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il fait parce qu'il aime les États-Unis, qu'il est un young leader, etc. On avait déjà ça avec Sarkozy. Non. Je crois que, bon, les États-Unis, je veux dire une chose, moi, pour avoir pratiqué les Américains, notamment dans le domaine de l'extraterritorialité, où je le dis comme je le pense, je les ai bloqués. Et je les ai bloqués parce que j'avais la volonté de le faire et j'avais derrière moi un gouvernement qui voulait le faire. Bien. Mais les Américains ne reconnaissent que les gens qui sont capables de leur dire non. Sinon, ils te marchent dessus. Je me souviens même d'une phrase de Sarkozy je lui ai dit, mais arrête de coller aux Américains. Il me dit, oui, je sais, ils ont des pompes de 69 et ils te marchent sur les pieds. Bon, d'accord, mais c'est ça le problème. C'est qu'il ne faut pas hésiter à leur dire merde. Il disait quoi, Sarkozy, quand tu lui disais, dis leur merde? Mais comment t'expliques qu'il leur disait pas merde? Parce que lui aussi, il faut quand même le savoir, avait une certaine admiration, et même une grande admiration, pour la société américaine. Et Macron, c'est évident, c'est-à-dire quand il a parlé de la Startup Nation, etc., sans se rendre compte qu'on est déjà dans un carcan européen qui fait qu'on n'a pas la liberté de manœuvre sur le plan politique, sur le plan économique, et surtout parce qu'il voyait dans la société américaine, je dirais, ce qu'ils souhaitaient pour la France eux-mêmes, alors qu'on est totalement différents et que les services publics aux États-Unis, ça fait rigoler tout le monde. Hein. Et d'ailleurs, les États-Unis, moi, c'est une société malade, on le voit bien aujourd'hui. Et c'est une société qui, sur le plan économique, il y a des tensions énormes. Hein. Il y a des tensions énormes. Je me souviens même un jour d'avoir parlé avec des Mexicains, notamment qui est un État fédéré, comme chacun sait, avec ministre des Finances d'un État fédéré, et en blaguant, je l'avais dit en anglais, alors quand est-ce que vous allez faire la reconquête du Texas, de la Californie et autres? Et le gars ne m'a pas répondu tout de suite, mais il m'a dit, et ça a duré longtemps, j'ai dit tiens, t'as encore dit une connerie, je me suis dit une péto, et en réalité, au bout de 4-5 secondes, il a dit there is no need to reconquest. Il n'y a aucune obligation de reconquérir. Mais je peux vous assurer, that in a lifetime, il y aura un État hispanique sur la Californie, le Texas et le reste des États-Unis. Voilà. Donc, il ne faut pas croire que l'unité américaine, qui est d'ailleurs remise en cause par de multiples mouvements, elle est scellée comme nous pouvons le faire en Europe ou comme nous l'avons fait en France. La France est un projet politique, les États-Unis c'est beaucoup plus morcelé que ça, et les problèmes, je dirais, des rapports d'immigration aux États-Unis peuvent remettre en cause, vous savez, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, hein. Jamais oublié. Jacques, les Français ont une question, beaucoup de Français en tout cas ont une question. Est-ce que le fait que, au début de sa carrière, Emmanuel Macron ait subi l'influence des États-Unis avec ses relations... Mais il en vient, enfin, il vient de la grande banque et des grandes... C'est la finance internationale. Enfin, faut arrêter. C'est quoi la finance internationale? La finance internationale, c'est très simple, c'est que depuis Maastricht, on a, c'est la totale liberté des capitaux et des mouvements, c'est la seule internationale qui existe. Voilà, bon, c'est des avantages. Et on a donné le pouvoir aux multinationales qui arbitrent comme elles le veulent, avec des masses d'argent qui fluctuent d'un bout à l'autre du monde, sans contrainte. Et ça a été imposé par l'Allemagne, où dans le traité de Maastricht, il était dit, non seulement la liberté des capitaux existe au sein de l'Union européenne, mais également avec les pays tiers. Donc il est évident, vous savez, c'est très simple, aujourd'hui,
ne s'agit pas de jouer les gauchistes, ça dit de regarder. Et les multinationales sont les véritables... D'ailleurs, vous voyez bien, même les Françaises, ils arbitrent au niveau de la planète. Il n'y a que les blocs communistes qui restent avec la Chine, etc. Mais ça passe, l'argent circule d'un bout à l'autre de la planète sans contrainte. Voilà. Et donc, ce que tu nous dis, c'est que Rothschild, c'est-à-dire Rothschild, d'où vient Monsieur Macron, est dans cette optique. Hein, c'est aussi simple que ça. Et donc, ça n'a rien à voir avec la politique industrielle, ça n'a rien à voir avec l'aménagement du territoire, c'est qu'en réalité, c'est une politique économique, du moins au début, qui est celle de la mondialisation heureuse. Et puis, est arrivé les gilets jaunes. Et là, il s'est pris des coups sur la tête. Hein, où il a failli, d'ailleurs, il a eu la trouille de sa vie du côté de... Au Puy-en-Velay. Au Puy-en-Velay. Voilà. Et donc c'est là où tout Comment tu sais qu'il a eu la trouille de sa vie? Bah, c'est évident, vous n'avez qu'à le regarder sur les vidéos. Il est devenu blanc, plus blanc que la feuille de papier. Bon, c'est tout, il a eu la trouille de sa vie, c'est évident. Bon, et ça continue. Et on sait très bien que, d'ailleurs, et donc aujourd'hui, il sait, d'où le changement de discours total, mais ça trompe personne, ça ne trompe personne. Et donc Mais est-ce que c'est un choix qu'il a fait d'épouser la question, les intérêts de la finance internationale, ou est-ce qu'il est aussi tenu par des dossiers, Tenu par des dossiers, ça, j'y crois pas trop. En réalité, c'est son idéologie. Il ne faut jamais oublier. C'est un monde d'idéologie. Quand il a pris le pouvoir, Macron, je le connais un peu parce que dans ce gouvernement de Hollande, ils étaient tellement nombreux que moi j'étais au deuxième rang derrière. Tu sais comment ça marche à l'Assemblée nationale? Tu as d'abord les députés d'Alsace et Lorraine qui sont toujours devant. Moi j'étais au deuxième rang et j'avais repris la place de Xavier Bertrand et tout d'un coup je vois arriver mon Macron qui s'est mis à côté de moi. J'ai échangé un peu et on voyait très bien qu'il était ultra-libéral. C'est quoi ultra-libéral? Ultra-libéral, c'est on abat toutes les contraintes. C'est là comme ça que c'est Uber, c'est les bus, c'est tout ce que tu veux. Voilà. Et donc il faut bien comprendre, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des réformes à faire. Attention, il ne faut pas tomber d'un excès en l'autre. Mais il y a à retrouver, chose qui nous fait défaut, c'est une politique industrielle. Pour eux, la politique industrielle, ça n'existe pas. D'ailleurs, ils l'ont flingué. Et il y a eu un certain nombre de mes copains qui l'ont fait, et qui étaient même de l'ancien ministère de l'Industrie, qui l'ont flingué. Et donc, il nous faut retrouver une politique industrielle, il nous faut retrouver une politique industrielle nationale, et une du côté de l'Union européenne. Dans le traité de Lisbonne, c'est très simple. La concurrence, la libre concurrence, etc., il y a 5 ou 6 articles sur 4 ou 5 pages. Pour retrouver la notion de l'industrie, il faut aller au titre 17 ou 18, et il est dit que la politique industrielle ne peut exister que si elle est là pour concourir à la libre concurrence. C'est comme ça qu'ils ont cassé EDF. C'est aussi simple comme ça, avec des choses aberrantes, d'obliger EDF, ça c'est les Allemands qui nous ont fait ce coup-là, il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça que quand on parle du couple franco-allemand, moi je rigole, hein, je rigole. Les Allemands défendent leurs intérêts et ils ont cassé effectivement EDF, cette entreprise d'État, parce que c'était pour eux une concurrence folle. Voilà. Et donc ils l'ont cassé, ils ont obligé à ce qu'on devait la découper en plusieurs morceaux et ensuite obligé pour créer cette l'AREN, c'est-à-dire cette concurrence artificielle, obliger EDF à vendre à 4 ou 5 euros le kilowatt ou le méga kilowatt à des concurrents qui vont ensuite le revendre beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. C'est aberrant. J'ai une question indiscrète pour conclure cette interview extrêmement riche. Tu fais partie des Républicains. Oui, et alors comment les Républicains, je vois que tu es plutôt de l'aile Ciotti, comment un Éric Ciotti se positionne par rapport à ce discours très gaulliste et gaulien que tu tiens? C'est très simple. De deux choses l'une. Ou il arrive à reprendre toutes ces idées, et il me les connaît, parce que de ce côté-là, j'ai une certaine crédibilité. J'ai même été reçu, je m'en souviendrai toute ma vie, en tête-à-tête par Sarko pendant 25 minutes pour lui expliquer ça. Hein,
à l'Élysée. Il avait réagi comment? Ben, il paraît qu'en sortant, il y a le conseiller, parce qu'il y avait le conseiller parlementaire qui était avec moi et qui m'a dit: Jacques, tu viens de battre un record du monde. Alors j'ai dit: quel record du monde? Tu es le seul qui l'ait écouté pendant 20-25 minutes sans l'interrompre. Béat. Mais en même temps, tu as un peu pissé dans un violon. Et Sarkozy n'a pas été un grand souverainiste. Non, mais ne te tracasse pas. Ce que je dis, je pourrais même te citer un jour Alain Juppé qui est venu me voir et me dit: Jacques, dans mon bureau, devant témoin, Jacques, je viens te voir parce que tu n'as jamais changé de discours sur justement l'Europe. Je dis: mais mon cher Alain, vous avez créé une usine à gaz, vous croyez que ça va marcher? Et là, il m'a dit, je lui ai dit: qui est-ce qui a dit il n'y aura jamais de politique étrangère commune? C'est Jacques Méard. Qui a dit que l'Europe puissance est un mythe du Quai d'Orsay? Qui a dit ça, Alain? Ben, je dis: je ne sais pas. Jacques Delors lui-même. C'est Jacques Delors lui-même qui l'a dit. Et là, je ne te dirai pas ce que m'a répondu Alain. Ah bah si. Mais dis-le, allez. Il m'a dit: Jacques, laisse-moi ma part d'utopie. Tout est là. Mais Ciotti, il en dit quoi, lui? Parce qu'à un moment donné, l'inaction des Républicains. Non, il a les pieds sur terre de ce côté-là. Et il sera de plus en plus confronté à ce que je viens d'exposer. Tant sur, je dirais, l'amour dangereux avec les Américains, que sur la nécessité pour nous de retrouver de la souveraineté. Souveraineté pour avoir des frontières tenues. Souveraineté pour ne pas être soumis à la judiciarisation extrémiste, tant de la CIJ que de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a un moment, j'avais d'ailleurs, quand j'étais député, on était en train de penser comment sortir de ça. Hein. C'est possible. Donc c'est très simple. Où nous retrouvons la souveraineté dans tous les domaines. La souveraineté, ce n'est pas dire non en permanence, c'est de regarder où sont nos intérêts et d'accepter ce qui est conforme à nos intérêts et refuser, voilà, c'est ne pas subir la loi des autres. Tant en matière d'extraterritorialité américaine, où on aurait pu les envoyer balader, je suis intimement convaincu, sur le plan de nos forces armées légalement. Voilà, et donc il y a un moment, il faut dire à nos militaires, vous dites très bien, c'est une belle machine l'OTAN, d'accord, mais le problème c'est que ce n'est pas une machine militaire, c'est une machine politique, c'est de la vassalisation de toute l'Europe. Et donc si on continue ça, ben, on n'existera plus, ou comme disait De Gaulle, les basses eaux ça peut durer longtemps, et puis ensuite ça remonte. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, le mot clé pour la droite française, c'est de savoir si on rétablit ou non notre souveraineté dans tous les domaines. Ce qui ne veut pas dire qu'on se replie sur soi, bien au contraire. C'est de tenir le rang de la France dans le monde en participant à la vie internationale. Tandis qu'aujourd'hui, on n'existe plus, on n'est plus crédible. Combien, pour conclure, quelle est la proportion des républicains qui est susceptible d'adhérer à ce souverainisme? Eh bien, il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus qui nous ont quittés pour aller dans d'autres formations politiques parce qu'on les a laissés partir et parce que les gens ont été dégoûtés. Moi, j'ai jamais voulu quitter parce que j'avais soutenu Pasqua au moment de l'engueulade avec Séguin et autres. Et je me suis rendu compte qu'il ne faut pas le faire. Il faut mieux rester à l'intérieur et être, je dirais, la force qui rappelle les fondamentaux. Et le drame, je vais dire ce qui s'est passé, hein, qui est le drame pourquoi le RPR est mort, tout simplement parce que Chirac voulait la présidence de la République et qu'il s'est allié avec l'UDF en lénifiant le discours. Hein, c'est-à-dire qu'on a abandonné, sauf il y a eu quelques réactions, notamment dans l'affaire irakienne, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu, on a mené une politique d'eurobéatitude complète. Hein. Moi j'ai fait campagne pour le non à Maastricht avec force, lui il avait dit oui, hein, sous l'influence d'Édouard Balladur. Sous l'influence d'Édouard Balladur, en disant non, il faut que tu dises oui, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient niet.
Et quand le traité constitutionnel a été rejeté, moi j'ai pris la parole dans une réunion justement de ce qui était l'UMP à l'époque, et je dis mais c'est pas une défaite, c'est une victoire que nous avons eue. Alors j'ai été applaudi, puis il y a les gars qui disent oui je sais, il y en a qui pensent comme ça, mais enfin, c'était une catastrophe le traité constitutionnel. Et ça c'est une trahison de Giscard. J'ai une bonne relation avec Louis Giscard d'Estaing qui est un ami, mais je suis désolé, je suis monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour m'élever contre. Bon, en Jacques, question préalable. Merci Jacques. Je n'ai jamais changé, je vais vous dire une chose, je vais terminer par ça, parce qu'après tu feras ton montage, etc. La force d'un politique, c'est la cohérence. Ce n'est pas d'être une girouette. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été, respecté, y compris par mes adversaires politiques, car ma cohérence politique n'a jamais changé depuis que je me suis engagé fermement dans la politique. Si je suis devenu diplomate avant de devenir député, c'est que je voulais servir mon pays. J'ai continué à le faire dans les mêmes conditions à l'Assemblée nationale, dans des débats forts que j'ai eus contre les Américains. Je me souviens un hard talk que j'ai eu à Londres et où j'ai participé contre Pearl, que j'ai remis à sa place. C'était dans une émission de la BBC. Je suis désolé, je l'ai fait parce que je croyais à ce que je faisais et que c'était une nécessité. La cohérence politique, c'est le socle de la crédibilité pour les hommes politiques. Malheureusement, il y a trop de girouettes. Bon, merci Jacques. Je suis sûr que tu me redonneras un jour une longue interview sur l'Europe avec force anecdote, parce que ce dont les gens ont besoin, c'est de comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur. À bientôt Jacques. À bientôt, haut les cœurs et mort haut. Vous m'avez compris.